La Cord 810, citée parmi les 10 plus belles voitures de tous les temps, est aussi une véritable pionnière de l'ingénierie automobile. À l'époque où elle a été lancée, on n'avait jamais vu, ni aux États-Unis, ni ailleurs dans le monde en fait, une automobile aussi évoluée sur le plan technique. Cette voiture quasi parfaite a été victime de son succès. Elle était belle, elle était novatrice. C'était la voiture de l'année du magazine Mototrend en 1966. Pourtant, la Toronado n'a jamais été estimée à sa juste valeur. Il y a des milliers de gens qui ont restauré des Chevy, mais personne n'a restauré de Toronado. La quête d'un homme pour redorer le blason de l'une des premières voitures à traction. En 1934, Gordon Miller Buick est un concepteur parmi tant d'autres chez Auburn Automobiles. Puis un beau jour, il sort de l'ombre grâce à E.L. Cord, le chef de la direction. Cord lui confie une tâche qui va changer sa vie. Quand on a confié à Gordon la responsabilité de concevoir la Cord 810, il paraît qu'il a dit que c'était la situation rêvée pour un concepteur automobile. On lui a littéralement tendu une page blanche en lui disant « Conçois cette voiture ». Ce qui constitue toute une mission, et Buick est déterminé à montrer à son patron qu'il est à la hauteur. Gordon Buick était un de ces concepteurs qui croyaient à l'adéquation entre la forme et la fonction, tant que la beauté était présente. La voiture a été conçue ici même, à Auburn, par Gordon Buick et sa petite équipe de concepteurs. C'est pendant l'été 1935 que la majorité du travail a été réalisé sur cette automobile. La voiture qu'ils ont créée ne ressemble en rien au modèle précédent. Cette voiture n'avait rien en commun avec les autres modèles d'Auburn, pas plus qu'avec les autres automobiles de l'époque d'ailleurs, hormis des éléments de base comme le démarreur, le distributeur d'allumage et ce genre de choses. Mais la carrosserie et les principes d'ingénierie étaient totalement nouveaux. Et cette nouveauté va jusqu'à la calandre. Les fentes qui enveloppent le capot de la Cord 810 lui valent le surnom de nez de cercueil. On n'avait jamais vu ce type de calandre auparavant. Les fentes courent sur toute la longueur du capot. De la même manière, la conception des roues et des enjoliveurs est tout à fait fascinante. On avait découvert que les freins avaient tendance à surchauffer. La solution au problème était de percer des trous dans les jantes. Encore un exemple de l'adéquation entre la forme et la fonction. Il s'agit de portières miroirs. La portière arrière du côté droit provient de la même matrice que la portière avant du côté gauche de la voiture. La seule différence est le découpage qu'on a réalisé pour la roue arrière. Le garde-boue avant évoque l'aviation. E.L. Cord était un pilote accompli. Il a d'ailleurs joué un rôle essentiel dans la création d'une entreprise aérienne, American Airlines. La conception du garde-boue avant est inspirée des carénages de roues des trains d'atterrissage des avions des années 1930. Le tableau de bord présente aussi des influences aéronautiques. Au centre, les commandes pour les phares, le papillon des gaz, le volet de départ et l'éclairage instrument ressemblent à celle d'un avion. Il y a toutes sortes d'instruments, notamment un tachymètre. On voit aussi la commande de boîte de vitesse, qu'on manipule avec le pouce et l'index, sans avoir à trop éloigner la main du volant. Pour Buick, l'innovation et la fonctionnalité sont importants. Mais la grâce et les proportions le sont tout autant. On remarque que le regard se promène sur les formes arrondies et profilées.
Notez l'absence de ligne entre les différents panneaux de carrosserie. Ils sont soudés les uns aux autres de façon harmonieuse, de sorte à former un tout, comme s'il s'agissait d'une seule pièce. L'Accord est une voiture à traction, plutôt puissante, au châssis surbaissé, et le moteur est situé derrière la transmission. Or, à l'époque, aucune automobile n'est conçue de la sorte. Le mécanisme de transmission de type traction est très similaire à celui qu'on retrouve dans les voitures modernes. Le jeune concepteur s'investit corps et âme pour faire de cette voiture une pièce exceptionnelle. Le fait que son patron lui en ait cédé la conception est une grande marque de confiance. Mais c'est le public qui aura le dernier mot. En novembre 1935, il est temps de dévoiler l'Accord 810. Quand l'Accord 810 a été présenté au Salon de l'automobile de New York en novembre 1935, elle a fait sensation auprès des personnes présentes à l'événement. Il paraît que les gens montaient sur les barres de frottement et les pare-chocs des voitures des concurrents pour pouvoir y jeter un coup d'œil, à cause de la foule nombreuse qui se tenait autour de l'Accord. En 1936, c'était de loin la voiture la plus spectaculaire et la plus évoluée que le public ait vue. Après le salon, les commandes affluent, mais Cord peine à satisfaire la demande. Le fabricant a promis de livrer les voitures pour Noël, mais n'arrive pas à tenir promesse. La transmission n'est pas prête et les livraisons sont en retard. De plus, la production en accéléré a son lot d'écueils. La transmission semi-automatique présente un certain nombre de problèmes et ce manque de fiabilité refroidit les ardeurs des acheteurs. Malheureusement, à l'époque de la construction de cette voiture, le secteur métallurgique n'était pas aussi développé. D'une certaine façon, la conception de cette voiture est en avance sur son temps. Cette voiture est une mine d'innovation. Elle présente de nombreuses caractéristiques qui ont été adoptées sur d'autres modèles au fil des ans. À l'époque où elle a été lancée, on n'avait jamais vu, ni aux États-Unis, ni ailleurs dans le monde en fait, une automobile aussi évoluée sur le plan technique. L'Accord 810 est l'objet d'admiration pour son caractère novateur. Quant à Gordon Miller Buick, il s'impose comme une légende de la conception automobile. Mais c'est l'époque de la Grande Dépression et aucune voiture qui présente des problèmes de fiabilité ne peut y survivre. En 1937, l'entreprise ferme ses portes. L'Accord 810 de 1936 constitue le dernier coup d'éclat du constructeur automobile qui peut ainsi terminer en beauté. Depuis les années 1930, l'admiration pour l'Accord a été magnifiée au-delà de l'imagination collective de ses talentueux créateurs. À l'arrière, on voit d'autres innovations de Gordon Buick. L'ouverture du réservoir est dissimulée sous une trappe, ce qui donne un style profilé et permet de le verrouiller. Autre innovation qu'on tient pour acquise de nos jours, la plaque d'immatriculation centrée sur le coffre qui dispose de son propre éclairage. Ces éléments réapparaissent des années plus tard et sont aujourd'hui monnaie courante. Je ne suis pas critique d'art, loin de là, mais je sais reconnaître quelque chose de bien fait, et c'est bien fait. Il n'y a pas que le commun des mortels qui le pense, car au début des années 1950, le Musée d'art moderne de New York a inscrit l'Accord parmi les 10 plus belles conceptions automobiles de tous les temps. C'était dans le cadre d'une exposition nommée Rolling Hollow Sculpture. Depuis ce moment, pour moi et pour beaucoup d'autres, on fait référence à l'Accord 810 avec beaucoup d'affection, comme étant une sculpture roulante. Quand on y pense bien, l'Accord 1936 est non seulement l'incarnation de la conception épurée des années 1930, mais aussi des avancées techniques de l'époque. Et si vous me demandez quelle voiture, parmi toutes celles du musée, j'aimerais rapporter chez moi, ce serait celle-ci.
Aujourd'hui, il est clair que Buick était un ingénieur, mais aussi un artiste. Sa création exerce le même attrait depuis plus d'un demi-siècle, ce qui consolide la place de Buick dans l'histoire de la conception automobile. En 1999, Buick a été cité parmi les plus grands concepteurs automobiles du siècle pour son travail sur la Cord 810, une véritable beauté d'acier. La pièce de résistance sur le plan de l'ingénierie est un système de type traction dans lequel le moteur se trouve derrière la transmission. La traction ne réapparaîtra sur les voitures de série américaines qu'en 1966 avec l'impressionnante Oldsmobile Toronado. En 1966, soit 30 ans plus tard, lorsque la Oldsmobile Toronado arrive enfin sous les feux de la rampe, on ressent les échos de la Cord 810 1936. Un simple coup d'œil permet d'en apprécier les lignes fines. La Toronado est élue voiture de l'année par le magazine Motor Trend, ce qui lui vaut d'atteindre le sommet des ventes. Mais même les beautés d'acier sont remplaçables. Après son succès initial, la Toronado est devancée par les marques de luxe plus établies à l'époque, la Thunderbird de Ford et la Cadillac Eldorado de General Motors. Encore aujourd'hui, la Toronado est boudée par les collectionneurs, reléguée à la marge par les marques de luxe plus connues du milieu des années 1960. Mais on n'oublie pas sa première flamme, et pour le jeune Mike Markowski, ça a été le coup de foudre. La première fois que j'ai vu une Toronado 1966, c'était en 1966. J'étais étudiant. En fait, le père d'une amie du secondaire en possédait une. Il était un homme riche. Pour moi, cette voiture était un symbole de richesse, car peu de gens avaient les moyens de s'en payer une. C'était une voiture très chère. La voiture à traction était un nouveau concept. La conception et l'ingénierie étaient révolutionnaires. Et comme j'étais étudiant, je ne pouvais pas me le permettre. La Toronado 1966 est la première voiture de série américaine avec une transmission de type traction depuis la Cord 1936. En hommage au nez de cercueil, on a doté la Toronado d'une calandre aux fentes horizontales, de phares escamotables et d'enjoliveurs avec fente d'aération. À ses débuts, la Oldsmobile Toronado fait parler d'elle dans l'industrie et la presse automobile. En plus d'être élue voiture de l'année 1966 par le magazine Motor Trend, elle reçoit le prix d'excellence en ingénierie automobile du magazine Life. Mais l'attrait pour la Toronado a été de courte durée. Un an après sa sortie, les ventes ont diminué de moitié. Et bien que le nom Toronado ait mené une existence modeste les 25 années suivantes, ce modèle n'a jamais acquis le statut de voiture de collection. Il est devenu un simple souvenir. Et c'est une situation que Mike Markowski compte bien changer. Il y a des milliers de gens qui ont restauré des Chevy, mais personne n'a restauré de Toronado. On a donc décidé d'attirer l'attention sur la Toronado. À la fin des années 1990, au club Toronado, les membres se plaignaient de la faible valeur des Toronado. Je leur ai donc demandé ce qui faisait la valeur d'une voiture. Mike est convaincu qu'une bonne restauration, associée à une bonne publicité, permet d'accroître la visibilité et la valeur de cette voiture. Il rencontre ainsi Chip Miller, cofondateur de Carlisle Productions, qui organise des salons de l'automobile. On a rencontré Chip Miller, cofondateur de Carlisle Productions. Il a dit qu'en 1974, une dame est venue le voir. Elle cherchait un endroit pour exposer des Chevy 1955, 56 et 57. Chip a gentiment accepté qu'elle les conduise chez lui. À l'époque, elle ne valait pas grand-chose. Mais maintenant, une Chevy 1957, qui a été bien restaurée, vaut dans les 100 000 $. Et ce, parce que quelqu'un d'enthousiaste a investi. Il croyait suffisamment à la valeur de cette voiture pour investir temps, énergie et argent de sorte à révéler sa beauté au monde. Mike cherche donc une Toronado, la voiture de ses rêves,
depuis 1966. 33 ans plus tard, j'ai appris que cette voiture se trouvait dans une grange en Oregon et je l'ai achetée puis restaurée. La carrosserie est intacte, mais la rouille a envahi la planche de bord et le bas du panneau de lunettes. L'intérieur est sale. Dans l'ensemble, la voiture est plutôt affreuse. Les 3 années suivantes, Mike et son épouse Margie entreprennent de restaurer cette voiture à sa gloire des premiers jours. Quand on l'a reçue, elle était sur un camion à plateforme avec 2 autres voitures. Elle ne ressemblait pas à grand-chose, mais on avait une image. Il faut toujours visualiser son rêve. Et on a matérialisé cette image avec cette voiture. Pour Mike et Margie, c'était une beauté unique qui méritait d'être reconnue comme étant une véritable voiture de collection. Des défaitistes se demandaient la raison de la restauration d'une Toronado. Comme personne ne faisait ça, pourquoi investir dans ce genre de voiture? Pourquoi faire une chose pareille? Pour moi, c'était une nécessité. J'avais ça en moi depuis que j'avais vu ma première Toronado quand j'étais étudiant. Et je me suis dit que si je restaurais cette voiture, pour atteindre mon objectif, je devais en faire une voiture aussi épatante et attrayante que possible. Si on avait vu la voiture avant de l'acheter, on ne l'aurait jamais achetée. Mais c'est comme beaucoup de choses dans la vie. Quand on prend une décision, il faut l'assumer. Il faut faire le nécessaire. Si on a un rêve, il faut le réaliser, bon sang. Sinon, la vie n'a aucun sens. Chez Oldsmobile, quand les concepteurs ont créé la Toronado, ils rêvaient de revenir à la technologie de la traction. Ils y travaillaient d'ailleurs depuis 1958. Ils ont passé 7 ans sur la Toronado. L'idée était d'intégrer ce type de transmission à une voiture très stylisée, susceptible de plaire aux amateurs de voitures de luxe, un peu comme la Thunderbird de Ford. Il s'agissait de viser les acheteurs qui aiment avoir les joujoux dernier cri, et il fallait que la conception de la Toronado incarne tous ces aspects. Cette voiture a précédé la Chevelle, la GTO, les voitures de ce genre qui sont sorties en 1968. Pourquoi? Parce qu'elles ont le même concepteur, David North, qui est devenu un ami. C'est un homme fantastique. Il a conçu cette voiture à l'âge de 25 ans, ce qui est incroyable. La conception de cette voiture s'inspirait de la Cord 1936, qui était aussi une traction avant, mais qui n'avait pas remporté le succès escompté. Elle ne s'est pas beaucoup vendue, mais on retrouve la calandre aux fentes horizontales qui enveloppe le capot comme sur la Cord 1936. De plus, l'avant est massif et les phares sont escamotables, un peu comme s'ils avaient des sourcils. J'aime beaucoup l'arrière de la voiture. Les feux arrière ont un style incomparable. C'est vraiment très bien fait. On dirait qu'on a coupé l'arrière, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le cas. David North m'a dit qu'on avait littéralement coupé l'arrière de la voiture, et c'est parfait. C'est sans conteste un coupé très stylisé, avec beaucoup de puissance sous le capot, et qui permet de s'éclater et de faire des folies. Et quand on regarde à l'intérieur, on voit que c'est un plancher plat. Ma femme Margie adore ça. On peut étendre les jambes et relaxer. Il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas la bosse de l'arbre de commande à l'arrière. On peut donc avoir 3 passagers confortablement installés à l'arrière. Ce qui est intéressant, c'est que cette partie du volant rappelle vraiment le volant d'un avion Cessna. Il y a un bouton de klaxon de chaque côté. On peut appuyer sur l'un ou l'autre. Et il s'agit d'un volant télescopique. On peut l'immobiliser dans n'importe quelle position. On peut aussi l'incliner et donc l'adapter aux besoins individuels de chaque conducteur. Autre fait intéressant au sujet de cette voiture est que c'est un modèle de luxe qui inclut un deuxième ensemble de poignées à l'intérieur. De cette manière, s'il n'y a personne à l'avant, le passager qui se trouve à l'arrière n'a qu'à actionner la poignée pour ouvrir la porte et sortir de la voiture. Mais pour apprécier pleinement cette voiture, et c'est tout l'intérêt du système de traction,
Il faut regarder sous le capot. En 1966, c'était le moteur le plus puissant qu'Oldsmobile ait construit. Il faisait 35 chevaux vapeur de plus que celui de la voiture musclée typique de l'époque. Et comme c'est une voiture à traction, il est très facile de faire crier les pneus avant, si on souhaite. Cette unité s'appelle Unitized Power Package, ou UPP. C'est le fruit d'un programme de recherche sur la traction. Et à l'arrière du bras de manivelle, il y a une grosse chaîne qui transfère la puissance au convertisseur de couple, puis à la transmission vers l'avant, jusqu'au différentiel, où ça se divise en 2 axes vers chaque roue avant. C'est le cœur du concept. Alors, quand on sort le moteur, on sort tout. Alors que sur une propulsion, on peut sortir le moteur sans sortir la transmission. Ici, c'est d'un seul bloc. Si on ferme le capot, on peut voir les lignes impressionnantes que David North a imaginées pour mettre en valeur le système de traction avant. Pour la Toronado, on a autant soigné l'ingénierie que la stylisation. Elle est dotée d'un long nez et l'extrémité avant semble d'autant plus longue que la calandre fait toute la largeur du capot, sans doute pour mettre en valeur le système de traction. Quant aux élargisseurs d'ailes, ils confèrent à la Toronado une allure musclée, ce qui vient appuyer l'affirmation audacieuse selon laquelle il s'agit d'une puissante traction. La Toronado restaurée de Mike et Margie est une réussite. C'est une machine à remonter le temps qui ramène au présent ce symbole de 1966. Ont-ils pour autant réussi à redonner ses lettres de noblesse à la Toronado? Les Markowski ont payé 1 000 $ pour leur Toronado en ruine. Ils ont passé 3 ans à la restaurer et en 2005, ils l'ont mise aux enchères. Les enchères sont montées jusqu'à 100 000 $. Finalement, ils ont refusé de la vendre, car le but était tout autre. Ils voulaient susciter l'intérêt des collectionneurs. Et ils y sont parvenus. La Toronado avait enfin acquis le statut de voiture de collection. Pour moi, cette voiture est un symbole de réussite. Et la réussite, c'est le parcours, ce n'est pas la destination. C'est important d'avoir un rêve et de le réaliser. Il ne faut jamais abandonner, comme cette Toronado. Ça a été une belle aventure. C'est un rêve devenu réalité. Allons-y, Mike. Allons-y. La Toronado des Markowski a remporté de nombreux prix dans des salons de l'automobile. Le AACA Museum l'a emprunté pour l'exposer. La Toronado, qui était boudée par les collectionneurs, a désormais de la valeur sur le marché. Elle vaut de 30 000 à 70 000 $ lorsqu'elle est bien restaurée. Et jusqu'à 100 000 $ aux enchères pour un modèle aussi bien rénové que celui des Markowski. En plus de réaliser le rêve de Mike, les Markowski ont aussi prouvé que le véritable amour ne meurt jamais.